Bonjour tout le monde. Depuis maintenant un bon mois, l'UPR se déchire autour d'une histoire, une affaire. Cette affaire est commentée par François Asselineau, le président de l'UPR, sur le canal YouTube du parti. Et si nous écoutons les vidéos disponibles sur le site, tout comme le canal YouTube, il ne fait aucun doute que François Asselineau est la cible de putschistes, opportunistes et arrivistes. Alors pour que le parti se libère de tous ces éléments, le président tente d'avancer le congrès triennal et demande solennellement aux adhérents de lui confier leur vote pour parvenir à se dégager de la situation. Seulement voilà, j'ai pu disposer des documents qui sont à l'origine de toute l'histoire, ceux qui sont communément appelés les leaks. Car à force de vidéos, de messages, on oublierait presque que des témoignages et des documents privés ou internes au parti ont fuité en deux temps. Ne comptez en tout cas pas sur moi pour diffuser les documents en question, parce que les affaires sont aux mains de la justice et je prenais pas de risque. Voilà, en les diffusant. À la fois par respect aussi pour les victimes, mais par rapport aussi aux risques judiciaires que l'on pourrait encourir. Je compte tout de même vous faire un petit topo de ce qu'ils contiennent, et vous pourrez trouver sur Twitter de toute manière un résumé assez fidèle, écrit et partagé par le youtubeur Penseur Sauvage, qui a récemment souhaité d'ailleurs s'écarter du parti politique, mais plus particulièrement de François Asselineau. Enfin, s'il a souhaité s'en écarter, c'est pour un autre sujet, celui de la chloroquine et les positions que François Asselineau a prises sur le professeur Raoult et l'étude diffusée par celui-ci. Donc, rien à voir. Mais enfin, cependant, au lieu de parler du contenu, comme d'autres le feraient, je vais essayer de les intégrer dans une chronologie. Une chronologie complète, illustrée, pour vous aider à comprendre que les membres du Bureau national ne sont pas des putschistes, opportunistes, et que ce qui intéresse François Asselineau dans cette affaire n'est hélas pas la libération du parti politique. Voilà, enfin plutôt autre chose. Je développerai ensuite les hypothèses que l'on pourrait imaginer découlant de la situation et que l'on peut trouver en parcourant les réseaux sociaux comme une espèce de guerre civile, quoi. On est en train de tous s'écharper alors qu'on a tous envie de la même chose. Enfin bref. Me voici donc à partager avec vous une petite frise, voilà, que j'ai mise en place pour vous expliquer un petit peu l'histoire. Je vais me payer le luxe de considérer ça comme un petit conte, et je vais même commencer par le Il était une fois. Et du coup, il était une fois en 2017 la préparation d'une élection, car du 10 avril et jusqu'au 7 mai 2017, notre parti a eu le privilège mérité de participer à la plus importante des élections pour notre pays, l'élection présidentielle. À ce moment précis, une personne quitte le parti d'origine, un parti qui, je précise, ne souhaite pas le Frexit, pour rejoindre nos rangs et s'enrôler avec nous approximativement autour du 25 avril 2017, soit en plein milieu de la campagne électorale. Sa première rencontre avec le président, François Asselineau, est datée du 20 août, date à laquelle ils échangent assez rapidement, 10 jours après. Le 1er septembre, il est tout de suite nommé à la tête d'une commission par le président en personne. Cette personne, je vais dès à présent l'appeler victime numéro 1. Comme ça sera plus simple pour parler de lui jusqu'à la fin. Assez rapidement, la victime numéro 1 déclare à ses collègues, à ses collaborateurs, avec qui il partageait le travail fait par la commission, qu'il est débordé. Et du coup, décide de démissionner et laisser sa place, mais contre toute attente, et assez rapidement, c'est-à-dire 2 mois après, et la victime numéro 1 annonce que le président vient de le nommer chargé de mission auprès du président.
C'est donc dans le courant de l'année 2018 que vont apparaître des documents d'Helix. C'est le document numéro 1. Ce document-là, en fait, est un mail intime qui est envoyé le 22 juillet 2018 et qui est rédigé par François Asselineau lui-même, un courrier dont le contenu est sans équivoque d'un autre ton, d'un ton professionnel. Il ne m'appartient absolument pas de divulguer les détails et les confessions contenues dans ce mail, qui d'ailleurs est envoyé par la boîte mail du président de l'UPR, mais on y apprend tout de même que François Asselineau aurait bousculé, et c'est un euphémisme, la victime numéro 1 dans une étreinte qui dépasse largement le cadre professionnel. Continuons un peu dans la chronologie. Quelques mois après ce message, et à la veille de l'université d'automne de 2018, le 21 octobre, François Asselineau décide de nommer la victime numéro 1 directeur du cabinet de François Asselineau. Il est passé en clair de simple adhérent à directeur du cabinet en 1 an et 2 mois. Mais ce serait à ce moment, ou peu après, qu'il décide donc de démissionner. Peu de temps après qu'il est nommé directeur du cabinet de François Asselineau, ses collègues, ses collaborateurs de commission finalisent le dossier qui était préparé. Et c'est à peu près au même moment que la victime numéro 1 va donc démissionner. Il démissionnera donc de son poste de directeur du cabinet. Je viens donc d'illustrer dans une petite capsule d'espace là que vous pouvez voir juste à côté, la période pendant laquelle la victime numéro 1 a été salariée pour le compte de l'UPR. Au même moment où il décide de démissionner, il est encore évidemment en contact avec ses anciens collaborateurs, donc des membres du parti. Et quand il annonce qu'il va démissionner, c'est quand même une surprise. Il se confie alors à un des cadres du parti qui, à l'écoute de toutes ces révélations, aura bien du mal à le garder pour lui. Du coup, il décide d'avoir tout de même la version des faits par François Asselineau, et pas uniquement la victime, une version contradictoire. Donc c'est le 17 janvier qu'il appelle François Asselineau, mais personne ne va lui répondre. La victime numéro 1 lui a révélé que François Asselineau l'aurait traité, en fait, de dérangé psychiatrique et de cyclothymie. Ce qui met un petit peu la puce à l'oreille justement de ce cadre qui, dans son passé, a déjà eu affaire à ce genre de personnes et trouve que ce diagnostic improvisé est plutôt inopportun. C'est pour ça qu'il insiste et qu'il continue à essayer d'appeler le président, donc il essaye de rappeler François Asselineau le 26 janvier, et comme personne ne lui répond, il prend ça assez mal et du coup démissionne. Il rédige du coup sa lettre de démission, un document de 7 pages qu'il va envoyer à ses collègues, et cette démission de 7 pages est le deuxième document qui est contenu dans les leaks. C'est là-dedans que seront d'ailleurs révélés les petits problèmes qu'il va y avoir au niveau de l'organisation, du management et de la manière dont François Asselineau a d'embaucher et de donner des promotions à des préférences. C'est donc une période pendant laquelle les cadres du parti restants vont avoir en tête donc toutes ces révélations, mais également le devoir de préparer les européennes qui s'annoncent en 2019 pour le 26 mai. On imagine assez facilement que ça n'a pas dû être simple, puisque toute cette période-là a dû être pour eux une espèce de menace permanente,
Ils ne savaient pas trop, en fait, si les révélations qu'ils avaient eues allaient paraître dans la presse comme une vengeance ou des choses comme ça. Mais rien n'arrivera. Après que cette affaire soit passée, après que les européennes soient passées, et malgré l'enseignement que tout le monde aurait dû tirer de tout cela, François Asselineau décide d'embaucher une personne contre l'avis majoritaire des membres du bureau national du parti et de pas mal de proches. Il souhaitait éviter une affaire bis. François Asselineau embauche donc une personne qu'on va appeler à partir de ce moment-là victime numéro 2. Et son contrat donc commence le 16 septembre 2019. Cette embauche évidemment finira assez mal, puisque à l'approche de la fin du contrat et de nombreux problèmes soulevés par pas mal de personnes, paraissent donc le troisième document d'Elix, qui est certainement le plus choquant à mon sens, qui est une capture d'écran de smartphone. Cette capture d'écran est assez hallucinante, parce que notamment elle est envoyée par le président de l'UPR à la victime numéro 2, et qui lui demande de lui retransférer par mail ou par courrier signé. Alors ça serait pas si grave hein, si cette lettre n'était pas en fait une lettre de démission. Oui, vous avez bien compris, en gros François Asselineau rédige une lettre à la place d'une personne, une lettre dans laquelle il avoue avoir des dérangements psychiatriques, des problèmes d'alcool, avoir outrepassé ses droits et devoirs et les obligations de confidentialité, et en profite pour implorer son pardon. C'est tout bonnement hallucinant. En clair, c'est de la manipulation. Comme si votre patron écrivait votre propre lettre de démission alors que vous ne la souhaitiez pas. Voilà. Et il vous demande de le signer, quoi. En gros, il rédige tout, il dit vas-y, signe. C'est, voilà. J'exagère absolument rien, c'est le contenu de ce message-là. Quoi qu'il en soit, et dans tous les cas, le contrat donc, de la victime numéro 2 arrive à son terme le 31 mars 2020, une date qui se rapproche tout de même de ce moment. À partir de là, tout va s'enchaîner bien plus vite. En effet, le 10 avril, un de mes contacts me fait parvenir justement un lien vers les leaks, et c'est à ce moment-là que je les découvre, et que pas mal d'autres personnes aussi. Donc je précise tout de même, vu ce qui circule en ce moment, que mon contact est membre d'un parti d'opposition qui ne souhaite pas le Frexit. Si j'ai accès aux leaks, c'est ce que je vous disais, certainement que d'autres y ont accès également. Du coup, ben, moi aussi, j'active mon réseau et je prends contact avec des membres du Bureau national ou même des gens qui sont proches du Bureau national. Et en effet, ils ont les leaks entre les mains et ils sont en train de se presser car un journaliste du Figaro, qui jusqu'à présent n'était pas du tout réceptif aux demandes des membres de l'UPR, et pour rien d'ailleurs, hein, ni article de fond ni déclaration, se met subitement à les contacter les uns après les autres. Et là, nous sommes autour du 16 avril. Donc les membres du Bureau national n'ont alors qu'un seul objectif, c'est parvenir à publier un message adressé à François Asselineau avant la publication du Figaro. C'est là où le sketch que nous racontons en permanence au sujet du Parlement européen euh, s'installe. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux et que tous n'ont pas du tout la même approche et les mêmes intentions face à toutes ces révélations. Certains les découvrent, certains ont des doutes, et certains sont donc plus en colère que d'autres. Donc ils écrivent une espèce de lettre un peu Frankenstein, à l'image des compromis des européistes. En gros, un truc ni fait ni à faire. Quoi. Et on les découvrira donc à la publication du Figaro. Voilà. Une lettre mal rédigée, dont les sujets et les questions partent un peu dans tous les sens. Enfin, une question était posée avec bien plus d'importance que les autres. Est-ce que les documents contenus dans les leaks sont vrais? La lettre
parvient donc à François Asselineau le 18 avril 2020, mais exclusivement en interne. Elle n'a jamais été à destination des médias, et jamais son but n'a été d'autre chose que de prouver que, à la découverte des leaks, le Bureau national agit et pose une question au principal intéressé et accusé des documents. C'est donc le 22 avril que le premier article du Figaro est publié. L'article reprend à peu près tout ce qu'attendaient les membres du Bureau national, et heureusement aucun leaks n'a été révélé pour les victimes, ce qui les épargnera. Mais il publie également donc la lettre des cadres et la réponse de François Asselineau. À partir de ce moment-là, François Asselineau va sortir une vidéo sur les affaires internes de l'UPR. Il utilisera donc le canal officiel de la chaîne, l'UPR TV, pour communiquer avec les adhérents et les militants. Il expose donc un point de vue unilatéral et il présentera l'affaire comme une tentative de putsch dont le seul et unique but est de prendre sa place. Les cadres du parti étant immédiatement appelés des conjurés, des opportunistes, des putschistes, et évidemment, il occulte systématiquement les antécédents de la lettre des membres du Bureau national. En clair, si on devait regarder tout ce qui se passe là-dedans, la petite étoile que vous voyez, juste là-bas, c'est le moment où les leaks sont parus. Eh bien, tout ce qui paraît avant est clairement passé à la trappe. Il continuera de parler des membres du Bureau national de la même manière, dans le canal YouTube de l'UPR, mais également sur des médias comme Beurre FM, qui enregistre une émission le 30 avril et qui sera publiée directement sur le site de l'UPR le 2 mai 2020. Dans la foulée, le 3 mai, Fabien Séma, qui est donc le responsable de l'UPR TV, vient ajouter ses révélations et il publie, cette fois-ci sur son compte YouTube, sa version des faits et des détails sur la soirée du Brexit. En clair, des choses qui dépassent le cadre de la narration que je viens de vous faire le 8 mai. François Asselineau annonce l'avancée du congrès triennal. Il prend les militants et les adhérents à témoin pour qu'ils lui offrent leur suffrage afin clairement de virer les membres du Bureau national et les remplacer par une nouvelle liste qu'il présentera bientôt. Le 9, Libération 6 mai publie donc un nouvel article. Je note au passage que à la sortie de l'article du Figaro, on peut retrouver d'ailleurs sur le site de l'UPR, un communiqué a été publié où François Asselineau exultait en disant « c'est merveilleux, en gros, c'est une victoire ». Le Figaro publie une espèce de boule puante, donc un bullshit, sur l'UPR, signe que ce serait la preuve irréfutable que le parti serait entré dans la cour des grands. Mais que cette exaltation sur cette manière de procéder n'apparaîtra pas du tout en fait sur les prochains articles. Donc sur Libération par exemple. Puis valeur actuelle 6 mai, le 13 mai. Et le 16 mai, des publications audio sont faites. Évidemment, il est facile de comprendre que cet enregistrement est tronqué, puisqu'on n'entend qu'une seule personne parler et il répond à quelques questions sans même que l'on entende la question qui lui est posée. Dans cet enregistrement, si mal tronqué, on y apprend tout de même bien plus qu'il serait censé révéler, notamment l'intention du Bureau national, qui est d'intervenir avant le Figaro, qui allait publier, et de signifier que les membres du Bureau national et une partie des délégués s'opposent aux agissements
du président. Enfin, le 22 mai, François Asselineau continue à utiliser le canal de l'UPR TV pour parler de l'affaire. Dans une vidéo qu'il nomme Vers une sortie de crise. Voilà. En gros, j'imagine qu'il va y avoir d'autres éléments qui vont être publiés, d'autres témoignages, puisque au fur et à mesure, on a vu même des soutiens des membres du Bureau national qui sont intervenus, des plaintes se sont posées. Ça fait beaucoup de choses, et c'est sûr que si on n'a pas un déroulé chronologique, on est rapidement tenté de croire, en effet, que le seul but de cette espèce de complot serait de renverser le président. Enfin, j'espère qu'à présent vous comprenez que l'affaire a largement débuté avant que le Bureau national n'intervienne, et que présenter les membres du Bureau national et les délégués départementaux, co-signataires, comme des conjurés et des opportunistes est non seulement inadmissible, mais honteux. À aucun moment, dans aucune des vidéos, depuis le 25 avril et jusqu'à maintenant, François Asselineau ne répondra à la seule et unique requête des membres du bureau, à savoir, est-ce que les documents contenus dans les leaks sont vrais? Si on peut avoir des hypothèses, des réflexions sur les motifs qui ont poussé certains à aller faire fuiter des documents et appeler la presse, en revanche, il n'en reste pas moins qu'il n'y a que deux réponses de possibles. Deux réponses de possibles à la question qui est posée. Soit, évidemment que non, les documents sont faux, ou alors, oui, les documents sont vrais. Si je dois avouer que j'ai hésité pendant une bonne semaine, lorsque j'ai découvert les leaks, à me demander si c'était des vrais ou pas, je les ai relus un paquet de fois. Après la première vidéo de François Asselineau, le 25 avril 2020, honnêtement, le doute était plus permis, quoi. Il avait purgé son argumentaire de toute l'historique qui datait d'avant le 18 avril. Exit l'histoire des deux victimes, exit l'histoire des embauches arbitraires, exit la polémique sur le compteur des adhérents, et pas une seule fois la réponse ne sera donnée par François Asselineau. Que les choses soient claires, hein. À présent, il ne sera pas possible de proposer autre chose qu'une infographie minimale. Un truc qui ne laisserait aucun doute, aucune interprétation possible. Un affichage avec la tête du président. Non, tous les documents ne sont pas authentiques, ce sont des faux, dont le but est de me calomnier. Ou alors, oui, ces documents sont des vrais. Voilà. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Pour le moment, on se déchire. Mais la réaction et les prises de parole de François Asselineau ne jouent absolument pas à la faveur d'une piste où il serait innocent. Par exemple, sur le compteur des adhérents. La première fois où je découvre qu'il est bidonné, c'est avec mon contact. Jusqu'alors, je me pose même pas la question. Mon expérience sur le compteur est assez simple. Moi, je suis un militant depuis 2012. J'ai 40 ans. Donc, je suis un papa de deux enfants. Je suis également le patron d'une entreprise en imagerie 3D. Donc, je fais des images de synthèse, je suis illustrateur depuis maintenant 11 ans. Donc, je suis juste quelqu'un comme tous les adhérents. Je me pose des questions. Et lorsque j'adhère au parti en 2014, soit 2 ans après, hein, parce que j'ai quand même pris mon temps à voir un petit peu comment évoluer le parti. En 2012, il devait y avoir 3000 ou 3500 adhérents. Lorsque moi j'adhère en 2014, on est pratiquement 6000, peut-être un peu plus. Et en tout cas, je reçois une réponse lorsque j'adhère, une réponse par mail, hein, évidemment, et je vais vous lire ce qu'on y trouvait au sujet du compteur des adhérents. Je cite.
Grâce à votre adhésion, enregistrez ce, blabla, la date, on s'en fiche, l'UPR compte désormais exactement 6600 et quelques adhérents, et des milliers de sympathisants. Et ces nombres sont d'autant plus significatifs qu'à la différence de tous les autres partis politiques français, ils sont exacts et ne sont pas grossièrement exagérés. Allez-y, hein. Cherchez ces phrases dans les récents courriers en retour aux adhésions. Je vous défie de les trouver. Mais on pouvait aussi y lire: outre le symbole qu'elle représente, votre adhésion fait chaud au cœur de tous les citoyens qui agissent bénévolement et avec abnégation pour que l'UPR existe et se développe. Nous nous engageons, bien entendu, à utiliser votre argent de façon scrupuleuse et utile. Bon, même s'il n'y a pas d'engagement légaux définis par des termes spécifiques, il n'en reste pas moins qu'on attend un minimum d'éthique et de morale dans l'utilisation des dons et des adhésions, qui sont le seul carburant du parti politique. Mais le plus décisif sur l'idée qu'on peut se faire, c'est la volonté systématique, depuis le début, de faire disparaître tous les éléments antérieurs à l'article du Figaro, le 22 avril 2020. En ce moment circulent plusieurs hypothèses sur les intentions des membres du Bureau national. Alors je vais évoquer les principales et vous dire ce que je pense. L'hypothèse numéro 1 est celle que tous les membres du Bureau national qui sont présents et qui sont désignés comme étant destinataires sont des putschistes. Tous. Ils veulent tous s'unir pour renverser François Asselineau. Ils ont tout fait pour le salir. Ils sont prêts à tout pour le salir. En clair, ils cherchent à devenir calife à la place du calife. Non seulement François Asselineau traite les membres du Bureau national de conjurés, de putschistes et d'opportunistes, mais honnêtement, les motifs qui sont évoqués sont déjà ridiculisés par les événements qu'on connaît. Opportuniste en quoi? Franchement, si le compteur des adhérents est mensonger, c'est bien parce que le nombre d'adhérents est inférieur à ce qui est affiché, et donc qu'il y a beaucoup moins de moyens. Alors traiter les membres de bureaux tels que Vincent Brousseau, Charles-Henri Gallois, Zaman, Noirez, Sophie Sénac, Olivier Loisel et un paquet d'autres d'opportunistes est tout simplement scandaleux et une honte. C'est ridicule. C'est ridicule. Après, le motif des ambitions. C'est quoi les opportunités à gagner en essayant de faire tomber celui qui représente 90% du parti politique? Là, je viens de voir en fait que on me dit, enfin, il y a tellement de pistes sur cette donnée d'ambition. Ah oui, ils aimeraient se regrouper tous ensemble pour monter un nouveau parti, à partir de rien, reprendre les idées. Enfin, voilà. Quelles sont leurs ambitions? Quelles sont les opportunités à gagner? Moi, j'aime bien cette question. Je l'ai posée à de nombreuses reprises à des militants et des adhérents sur Internet. Des militants qui soutiennent Asselineau en toutes circonstances. Et vous savez quelle réponse on obtient lorsqu'on la pose? Ben rien. Rien du tout. On obtient des réponses du type j'ai autre chose à faire, moi j'ai une vie, je réponds pas à des questions de chiffonnier. On obtient des oui, mais pourquoi? Bah parce que tout simplement c'est ridicule quoi. Voilà. Y a rien à récupérer. Un peu de sérieux quoi. Et après tout ce que je viens de vous dire, après la chronologie des événements qui se passent,
Si vous pensez encore que cette version est possible, c'est qu'il vous faut un peu vous rappeler que nul homme n'est tenu d'atteindre la perfection. Et ce principe s'applique également à François Asselineau. Il n'est pas parfait, et c'est tant mieux. Voilà, il n'est pas exempt de défauts, et surtout pas de faiblesses. L'hypothèse numéro 2 serait qu'une poignée de fauteurs de troubles aurait orchestré cette affaire pour déstabiliser le parti politique et entraîner dans la hâte d'autres responsables. Pris de vitesse, ces responsables-là auraient paniqué, persuadés que l'affaire allait rester en interne, et ils ont vite signé. Alors cette hypothèse, moi j'y crois pas. J'y crois pas non plus, non. Parce que tout d'abord, si c'était le cas, la liste des personnes qui auraient retourné leur veste serait bien plus conséquente. Bien plus. Et leur soutien au président, en fait, serait énorme. Mais c'est pas le cas. Le seul témoignage que l'on a eu de personnes qui auraient été un peu bousculées par des appels téléphoniques n'a pas daigné soutenir publiquement le président dans cette affaire. Et j'en ai pas vu d'autres. Voilà. Et surtout, enfin, pourquoi je pense que c'est faux? Parce que si cette hypothèse était vraie, bah, il aurait suffi que François Asselineau déclare que ces documents étaient faux. Et voilà. Je veux dire, si on présentait des documents qui étaient faux comme étant des preuves et que ce n'est pas le cas, ben dans ce cas, on peut être traité justement d'ambitieux et de conjuré. Mais là, il n'y a personne qui a dit que c'était faux. Personne. Hypothèse numéro 3. Eh bien, c'est un concours de circonstances, assemblé par un personnage malhonnête mais habile, qui a pu réaliser son plan avec l'aide d'un ou de plusieurs partis concurrents. Bref, la thèse du complot général, je vous rappelle toujours pareil, les objectifs. On est au meilleur des scores et sur une élection nationale, 1,4%. Niveau taux d'efficacité par rapport au risque, je dirais que c'est pas terrible le ratio, hein. Pas terrible du tout. Ça me semble franchement un mauvais calcul, quoi. Voilà. Ça, ce sont les principales hypothèses qui circulent sur le net, hein. Une fois qu'on connaît un petit peu les événements, là, on se dit, mais c'est passé où tout ça? Pourquoi on n'en parle pas? Voilà, enfin, je souhaite aussi intervenir un tout petit peu pour aller sauver les miches du soldat Ryan. Alors, c'est au sujet de Charles-Henri. Ce pauvre bougre se fait en ce moment défoncer sur les réseaux sociaux. Tout le monde commente une photo avec Kelly Betech, quoi. Alors c'est assez dingo parce que les gens se font des films avec Philippe Hippo et les Patriotes, quoi. C'est assez... voilà, les gens lui trouvent un rôle de calife à la place du calife, quoi. Alors qu'en off, si... le 12 avril, moi j'ai contacté donc les gens de mon réseau, 2 jours après avoir découvert l'Elix, et j'ai demandé justement ce que chacun en pensait. Et apparemment, Charles-Henri a découvert la plupart des docs, parce qu'il avait entendu parler de choses, mais évidemment, il n'y avait aucun document. Mais surtout, il voulait rien, quoi. Il n'a jamais été question de place, de président, de trucs que j'ai pu entendre. Enfin, c'est hallucinant. Et je parle de quelque chose que moi j'ai entendu le 12 avril, hein. Le 12 avril, c'est-à-dire pas après le 18 ou je sais pas quoi. Bien avant. Et entre parenthèses, bah, moi aussi je voudrais bien une photo avec Kelly Betech. Kelly, si tu m'entends. Enfin bon. En tous les cas, je trouve ça un peu injuste pour Jean-Henri. C'est juste parce qu'il a une tête de premier de la classe. C'est quand même un petit peu du délit de sale gueule, tout ça, hein. Et les gens qui font ces suppositions, est-ce qu'ils lui ont au moins posé la question? Franchement,
Si vous étiez un membre du Bureau national, lorsque les leaks sont rendus publics, et qu'ils circulent chez nos concurrents politiques, mais qu'au même moment, des journalistes tentent de vous appeler, et vous êtes obligé d'intervenir. Enfin, si vous êtes responsable, vous êtes obligé d'intervenir. Soit vous faites comme dans de très nombreux partis politiques, vous enterrez l'affaire sous un tapis, en espérant que ça passe. Vous mettez la tête dans le sable en se disant ouh, on va passer, ça ira. Ben, soit vous agissez, quoi, pour vous démarquer un peu des débordements et des méfaits de la personne incriminée, ici le président. Voilà. Alors c'est sûr, les membres du Bureau national avaient une grosse contrainte. C'est qu'ils avaient l'obligation de réussir à rédiger un courrier collégial et l'envoyer avant la publication de l'article du Figaro. Alors, sur ce point, la mise en œuvre elle a été plutôt ratée, mais ils ont quand même atteint leur objectif, à savoir faire parvenir cette lettre suffisamment tôt avant la parution de l'article. Enfin bon, c'est assez clair quoi. Enfin, il faut pas oublier une chose, hein, les gars. Les médias, ils attendent que ça. Que ça. Non seulement un parti qui souhaite assainir l'espace politique français, mais surtout sortir la France de l'Union européenne, puisse être associé à une histoire scandaleuse. Ben ouais. Et en 2022, il y a les présidentielles. Ça approche là. Donc vous inquiétez pas que les médias sont déjà en train d'assembler les pièces pour nous pondre des bombes, nous balancer dans la tronche pendant toute la campagne. Et ces bombes-là, elles vont pas atteindre que le président. Elles vont atteindre tous, tous les responsables de l'UPR. Est-ce que vous souhaitez aller trouver vos proches, vos amis, leur parler de l'UPR avec une épée de Damoclès telle que celle-ci au-dessus de vos têtes? Franchement, comment est-ce que réagiront tous les gens que vous connaissez et qui vous ont fait confiance quand tous les journaux, toutes les chaînes de télé et les radios publieront les documents scandaleux? Est-ce que vous êtes assez fanatisé pour vous persuader vous-même que cela ne vous impactera pas du tout? Moi pas. Je vous le dis clairement. Je suis pas prêt à ça. Je suis pas prêt à ça. Franchement, à prendre tous ces risques, sans même parler des responsabilités. Parce que si nous, militants et adhérents, on est assez éloignés du problème, bah, les responsables, eux, s'ils disent rien, c'est prendre le risque aussi d'être traités de complices, puisque les documents ont fuité et sont passés partout. Et franchement, les faits là, ils sont tout de même assez graves pour laisser des traces persistantes, aussi bien dans le cadre du privé que dans le cadre professionnel. Alors, est-ce qu'on va laisser notre président avancer la date du congrès triennal? De quoi? De 4 mois? Tout ça pour faire quoi? Pour faire taire les lanceurs d'alerte? Bah moi je vote non. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et franchement, si nous avons tous du respect pour l'œuvre de François Asselineau, son œuvre, la qualité de son travail et la pertinence exaspérante pour tous nos adversaires, on ne peut pas s'engager moralement sur son état psychologique, ni sur ses actions. Franchement, je souhaite du mal à aucune des personnes. Je souhaite vraiment que tout ceci se solde par une publication de la part du président. Une publication où, rapidement, il affirme si oui ou non les documents sont vrais. Voilà. Il nous explique que le compteur des adhérents est en effet erroné. Il sera corrigé. Parce qu'après tout, 16 000 adhérents, bah, c'est pas si mal, quoi. On n'a pas à rougir, 16 000 adhérents. Il appelle aussi tout le monde à la concorde et à arrêter le bashing, justement, des cadres qui n'ont fait rien d'autre que de prendre leurs responsabilités
suite à la publication de documents scandaleux. Et si ces documents sont vrais, moi j'entendrai franchement qu'il fasse une publication où il explique que, j'en sais rien moi, mais ouais, je suis navré, je suis désolé. J'ai eu un moment de faiblesse. Heureusement, ça n'a pas été si loin. J'ai pu blesser ces deux salariés et je m'excuse du mal que j'ai pu leur faire. Il est temps pour moi de me mettre un peu à l'écart. Pour un temps. Mais dans tous les cas, je décide de ne pas faire porter le poids de cette histoire sur tout un parti. Ses représentants, ses cadres, mais surtout sur tous les militants, grâce auxquels on doit tout ce qu'on connaît. Comme l'UPR n'est pas un parti comme un autre, nous serons le premier à le faire, premier à faire ce genre de choses. Et immédiatement, on pourra enfin et définitivement faire taire tous ceux qui nous font passer pour une secte depuis des années et nous disent tout le temps que nous, militants, nous serions sous l'influence de notre gourou. Alors si on doit parler du congrès triennal, je préférerais franchement qu'on aborde d'autres questions, notamment se servir de cette histoire pour proposer des modifications des statuts du parti. Et là, je vais vous faire le partage d'une proposition dont on a discuté justement avec un de mes contacts, qui est justement très proche du Bureau national et au cœur de l'histoire. Il m'a dit, mais on devrait en profiter pour faire avancer les choses. Et là, clairement, on vient de voir que tout faire reposer sur les épaules d'un seul homme, une espèce d'homme providentiel, c'est un pari qui est ultra risqué. Il pourrait lui arriver tout et n'importe quoi. S'il lui arrive quelque chose, bah, le parti s'écroule dans son entier. Et là, on a 13 années de boulot qui s'effondrent et qui disparaissent dans les abîmes, quoi. Alors pourquoi pas modifier les statuts et proposer, au lieu d'un poste unique de président, une collégiale, élue par des adhérents, sur un collège de candidats eux-mêmes tirés au sort. Voilà. Ça, c'est une des propositions des types qui se font appeler des conjurés et des opportunistes. Ouais. Moi, je trouve pas ça hyper opportuniste, hein, de proposer ce genre de vote et de tirage au sort. Enfin, il y a tant à faire sur l'UPR, quoi. Il y a plein de choses à proposer. Alors moi qui suis dans ce domaine, rien que l'UPR TV, quoi, c'est devenu un parti politique hyper représenté sur Internet et YouTube. Et l'UPR TV, ça pourrait largement être un canal qui rémunère le parti. On pourrait le diversifier, inclure un peu de publicité. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont râler. Honnêtement, il y a des heures pendant lesquelles ça poserait pas trop de problèmes. On s'est tous habitués à la télévision, même si on est toujours un petit peu énervé de voir ça. Bah ouais, faut bien vivre. Parce que les dons, les adhésions, c'est sympa. Et si on arrivait un petit peu à faire rentrer de l'argent, pourquoi pas? Et ça attirera peut-être de nouveaux contenus. On pourrait s'en servir comme le canal d'expression et pas que de partisans de la sortie de l'UE. On peut le dire, François Asselineau, il a eu de la chance quand même d'attirer autour de lui autant de talents. Voilà. Des gens qui attendent que ça, qu'on leur laisse leur chance et qu'ils puissent s'exprimer. Soit le premier parti politique à enfin avoir des délégués et des cadres compétents. Voilà. Pas juste du copinage. Quitte parfois à se brouiller ou à compartimenter, j'en sais rien. Il y a plein de choses à faire. J'avais dit que mes derniers mots seraient pour notre président. Alors je crois qu'il est grand temps que je fasse ma petite conclusion. Si vous m'avez attendu jusqu'ici et écouté, franchement, je vous en remercie. Ah, comme je vous le disais, hein, moi je suis rien de plus qu'un petit adhérent. Alors c'est sûr que j'ai un petit peu participé parfois, beaucoup commenté, et comme beaucoup, j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et,
Et c'est aussi pour ça que j'ai pas de honte à m'adresser au président en lui disant que, bah voilà, notre soutien pendant des années a été sans faille. Sans ne jamais rien demander, on a parcouru des kilomètres. On a collé, on a convaincu, on a diffusé, et tout ça bénévolement. On est convaincu, mais alors convaincu, que la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN n'ont jamais été aussi pertinents qu'en ce moment. Et que notre moment à nous, pourrait bien arriver très prochainement. Et pour cela, pour que votre travail, votre œuvre puisse exister et perdurer, et que nous puissions réellement libérer notre pays, il nous faut afficher un sans faute éthique et morale, une intégrité à toute épreuve, parce que la bête ne se laissera pas abattre, jamais, jamais sans combattre. Et leur arme, ben, ce sont les médias. Hein. Et les médias, eux, ils laisseront rien passer, rien. Vous avez pu le voir et c'est indiscutable. Ils nous écrasent du talon, ils nous taisent, ils nous mettent au silence, mais lorsqu'il y a un cafouillage, alors là, c'est tout son cœur. La même chanson, et sans possibilité de pouvoir parler. À présent, le temps est venu de vous demander un retour minimum. Ce retour, c'est celui de faire la lumière sur l'authenticité des documents. Voilà. L'authenticité des documents qui ont fuité, et de vous mettre à l'écart pour un temps. Le temps que vous récupériez avec vos proches. C'est notre devoir de vous préserver. Prenez-le vraiment comme un acte de bienveillance et que vos proches l'entendent également de la sorte, parce que c'est bien le cas. Faut pas croire qu'on en a après vous. On a tellement, euh, on a tellement à vous remercier sur la politique et tout ce qui s'est passé. C'est énorme le travail que vous avez fait en 13 ans, mais vous nous devez des petits retours comme ça. Franchement, je sais que certains d'entre nous sont en colère. C'est justement parce qu'on a fondé en vous une grande espérance. Ce poids est clairement trop lourd. Et il nous faut maintenant admettre que nous ne sommes que des humains, que des hommes, avec des qualités, mais aussi des défauts, et pas mal de faiblesses. Alors je vous le demande, laissez vivre l'UPR. Laissez vivre l'UPR.